Ce qui m'a beaucoup révolté dans la vie, c'est le fait que, à ma naissance, mon père était un fermier qui avait, des troupeaux de chèvres et qui avait des plantations. Et lorsque j'avais 6 ans, mon père il est mort. Et quand il est mort, dans les coutumes de mes parents, ces biens devaient appartenir à sa famille. Et nos cousins sont venus, ils ont pris tout ce qui appartenait à mon père. Et en signe de reconnaissance pour les 25 ans de mariage de ma mère, on nous a donné une chèvre. Et lorsque nous sommes arrivés au village de ma mère, c'était une souffrance que vous n'avez jamais vue. Donc, même avoir l'allumette ou les savons, c'était vraiment difficile. Alors, cette injustice, cette extrême pauvreté m'a fait prendre conscience que la pauvreté n'était pas une bonne chose. Alors, j'ai grandi avec cette idée que je devais faire la différence. Je devais prendre ma mère en charge. Je ne devais pas manquer des choses. Je devais travailler dur pour réussir. Je pense que c'est une expérience personnelle de révolte, une expérience personnelle d'auto-prise de conscience que la pauvreté n'était pas une bonne chose et nous devions combattre la pauvreté. Si vous voulez combattre la pauvreté, vous devez d'abord combattre la pauvreté mentale. La pauvreté mentale. Et regardez, la pauvreté matérielle, c'est la conséquence de la pauvreté mentale. Si mentalement vous êtes pauvre, vous ne pouvez que vivre comme pauvre financièrement et matériellement. Donc j'ai commencé par apprendre, par cultiver mon intelligence, par changer ma manière de penser. N'oubliez pas que la plus grande découverte de notre temps a été faite par William James, qui a dit l'homme peut changer sa vie en changeant sa manière de penser. Et de là est née la théorie universelle que tout le monde connaît, que si tu veux devenir riche, il faut penser comme les riches, n'est-ce pas? Parce que la différence entre les riches et les pauvres se trouve dans la manière de penser. Donc j'avais investi assez de temps pour changer d'abord ma propre manière de penser. D'ailleurs, n'oubliez pas que les combats que je fais aujourd'hui, c'est juste d'abord pour changer la manière de penser des pauvres. Parce que rien ne bloque autant la vie d'un pauvre que sa programmation. Et la programmation ne vient que de sa perception et sa manière de penser. J'ai un commentaire sur cet ouvrage, Pouvez-vous devenir riche à l'eau au sel? Il faut savoir. C'est la phrase qui m'intéresse. Hein. C'est qu'il faut savoir avant de mourir pauvre. Oui, parce que la richesse a deux aspects. Il y a l'aspect rationnel et il y a l'aspect psychologique. Et l'aspect psychologique est beaucoup plus important que l'aspect rationnel. Vous pouvez être un bon travailleur, mais si vous avez des croyances quelque part qui vous disent que si vous devenez riche, c'est un mal ou cela vous peut vous empêcher d'avoir le salut, cette croyance en elle-même est l'obstacle le plus grand qui peut t'empêcher de devenir riche dans ta vie. Donc, tant qu'on ne pourra pas détruire cette croyance, vous n'aurez pas comment sortir de la pauvreté. Notre problème de pauvreté, ce n'est pas l'analphabétisme seulement, c'est l'analphabétisme financier. Nous avons une population qui est ignorante à 100% sur les principes de base pour bien vivre avec l'argent. C'est parce que nos parents étaient produits de la colonisation. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y avait une rupture entre la culture traditionnelle africaine avant l'arrivée du colon et la culture de nos parents. Hein. Et cette culture de nos parents, c'est la culture qu'ils ont héritée de la colonisation, où la logique était de former une personne à une profession. Ça peut être un enseignant, un mécanicien, un infirmier qui travaille, il reçoit son salaire, il dépense, il vit une vie stable, n'est-ce pas? Et il y avait une idée selon laquelle la richesse, c'était une mauvaise chose. Ce qui était important, c'était le travail. Alors, c'est devenu une culture, une barrière mentale. C'est pour cela même parler de la richesse, ça paraît drôle. Alors que le problème de l'Afrique, c'est un problème de pauvreté. Et le contraire de la pauvreté, c'est la richesse. Si on ne peut même pas parler de la richesse, alors comment on va résoudre les problèmes de la pauvreté? Donc nos parents ont souffert de ces blocages mentaux, ils ont eu ces limitations, ils n'étaient pas habilités, ou ils n'étaient même pas informés qui devraient nous parler de la richesse. Nous ont plus parlé de profession plutôt que de la richesse. Et nous devons changer donc ce cadre et prendre le courage de briser cette barrière culturelle, cette barrière mentale à la richesse, dire que nous avons le droit de parler de la richesse et nous allons le parler à nos enfants. Un deuxième ouvrage signé Ricardo Kanyama,
pouvez-vous devenir riche et aller au ciel? Alors, la Bible, il me semble que, moi je ne suis pas pasteur, il me semble que la Bible dit les riches n'hériteront pas les royaumes des cieux, pendant que vous affirmez le contraire, justement. Ah oui, mais si la Bible dit que les riches n'hériteront pas les royaumes des cieux, donc nous devons accepter que c'est normal la pauvreté actuelle de notre pays et nous devons encore prier pour que cette pauvreté puisse s'accentuer. Je pense que c'est... Mais allez, d'où vient ce contraste justement? Ok, ce contraste vient d'un concept qui nous a été inculqué par la politique de la colonisation, qui voudrait faire passer une idée claire aux colonisés que la richesse n'était pas une bonne chose, afin qu'ils puissent se désintéresser. Parce que le vrai obstacle, c'est d'abord un obstacle mental. Lorsqu'une personne croit que la richesse ne lui permettra pas d'aller au ciel, il n'aura jamais le courage d'agir pour devenir riche. Nous sommes justement en train de dire aux gens qu'il faut briser, la peur. D'affronter la peur, et il faut exorciser cette foi négative à la richesse, parce que c'est justement la pauvreté aujourd'hui qui est la source de tout le monde. Je pense que mon cas, c'est le cas de tout le monde, de tous ceux qui ont été formés dans notre système éducatif. Nous avons été à l'école avec l'illusion que l'école nous apprendrait comment devenir riche. C'est dans cette logique que nous avons été formés. Et j'ai été formé dans cette logique jusqu'à ce que j'ai fini mes études universitaires et j'ai obtenu le diplôme universitaire et j'avais fait la philosophie. Rendez-vous compte qu'à ce moment-là, je me rends compte qu'une chose est d'avoir un diplôme universitaire, une autre chose est de savoir comment devenir riche. Il y a une règle simple que vous devez savoir, une loi simple pour avoir des succès dans la vie. C'est lorsque la préparation rencontre l'opportunité qu'il y a succès. Ça veut dire... Une préparation qui rencontre l'opportunité. Qui a succès. Et donc, le succès jaillit de cette combinaison. Voilà. Lorsque vous rencontrez une opportunité et que vous n'avez pas eu une préparation préalable, cela ne peut pas se transformer en succès. Mais le problème, c'est que la préparation aussi doit être adéquate dans ces domaines-là. Imaginez si vous avez préparé quelqu'un comme mécanicien, et il rencontre une opportunité dans le domaine de la médecine, il ne saura pas capitaliser cette opportunité-là. Alors, lorsqu'on nous forme à l'université, on nous forme seulement sur le plan professionnel et qu'on ne nous forme pas sur le plan de la création de la richesse, nous sommes comme des gens qu'on a formés dans le karaté et qui doivent faire les championnats de boxe. En fait, mon parcours, c'était un peu le parcours de tous les jeunes dans la société qui suivent les schémas que nous appelons conventionnels et selon lesquels les parents nous ont dit va à l'école, obtiens les diplômes et tu cherches un emploi, voilà, tu as réussi ta vie. Alors, en suivant ces schémas, après l'obtention de mon diplôme universitaire, je me suis retrouvé dans une impossibilité de trouver un emploi. C'était d'ailleurs ça le commencement de mon parcours comme entrepreneur, parce que ne trouvant pas d'emploi qui pouvait me permettre de réussir financièrement, j'étais obligé de trouver d'autres voies, et cette voie, c'était l'entrepreneuriat ou la création de la richesse. C'est comme cela que j'avais fait donc cette découverte que l'école ne nous apprenait pas grand-chose sur l'argent. L'école nous apprenait uniquement une profession, donc des compétences et des connaissances professionnelles, ce qui fait que nous étions tous professionnellement instruits, mais financièrement ignorants. Alors, les études, les découvertes, les recherches que j'ai faites dans ce domaine, que je résume de création de richesses ou de l'éducation financière, m'ont permis donc de commencer avec ces faibles revenus et l'équivalent de la chef de ma mère qui était $50 à cette époque en 2007, et graduellement à cause de la discipline financière venue d'une bonne éducation financière, mais aussi des connaissances acquises dans le domaine de l'entrepreneuriat, ça m'a permis de résoudre les plus grands problèmes de beaucoup de gens, comment obtenir un capital et comment faire agrandir ce capital pour réaliser son rêve. C'est comme ça donc que j'étais devenu entrepreneur et non seulement entrepreneur, et je fais ce travail d'apprendre aux autres jeunes, à d'autres acteurs, comment combattre la pauvreté, comment créer des richesses en partant d'un faible revenu. Nous intégrons les gens dans la consommation intelligente. Nous montrons justement aux gens que s'ils ne deviennent pas pauvres, parce qu'ils consomment de façon à enrichir les autres et eux-mêmes restent pauvres. Alors notre programme a ainsi... Pardon. La phase intelligente, ils consomment... C'est la consommation appauvrissante. Voilà, consommation appauvrissante. Donc, ils consomment de façon à rendre les autres et ils restent pauvres.
Et si nous pouvons interpréter qui est-ce qu'on enrichit, pas seulement Maman Lopango, mais je vais vous dire une chose. Qui est pauvre en République démocratique du Congo? Est-ce que c'est les Congolais ou c'est l'étranger? Vous allez remarquer que la grande partie des étrangers qui sont dans notre pays sont riches. Et nous, les pauvres, les Congolais, nous sommes pauvres. Parce qu'on n'est pas contre, mais nous sommes... Oui. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont vendeurs de services. Ils sont vendeurs de produits. Et nous ne sommes que des consommateurs. Et dans la logique capitaliste, c'est le consommateur qui prend en charge toute la chaîne de la production jusqu'à la vente. Je prends un exemple. L'Indien qui importe les médicaments ne paie rien. Il paie son médicament à $1. Il augmente ses charges. Même si Bamatisi douane comment, il sait que Moutako Foutango Ezali, le Congolais qui va consommer. C'est le Congolais qui va prendre ces médicaments qui, s'il vous plaît, qui aura payé toute la chaîne d'ici jusqu'à Sonafi en France qui a produit les médicaments. Voilà. Alors nous devons donc, si nous n'adoptons pas l'intelligence financière dans la consommation, nous risquons d'être seulement des consommateurs qui enrichissent des autres. Voilà pourquoi nous enseignons aux gens la consommation intelligente, comment gagner l'argent dans ta propre consommation. Ça veut dire comment gagner, lorsque tu fais tes achats de consommation, tu n'acquiers pas seulement les biens de consommation, mais que tu gagnes aussi comme les autres gagneraient. Je parle bien d'un premier cadre qui permet à un Congolais de devenir vendeur de ce qu'il consomme. Comme ça, il peut gagner jusqu'à 40, jusqu'à 60% des intérêts produits par sa consommation. C'est pour ça que nous avons amené donc le concept de consommation intelligente. Comment consommer de façon à gagner de l'argent au lieu de consommer de la façon à le perdre. Notre objectif est simple. D'abord, nous devenons vendeurs de ce que nous consommons et plus tard, nous préparons des gens à devenir producteurs de ce que nous consommons. Et lorsque vous devenez producteur de ce que vous consommez, vous vous rendez vous-même riche et vous pouvez observer. Nos ancêtres avaient cette intelligence. Ils savaient que lorsque tu as produit 10 sacs de maïs, tu devais avoir l'intelligence qui te permet de résoudre tes problèmes avec 9 sacs. Et quel que soit le problème, tu ne devrais pas utiliser le 10e sac. Le 10e sac devait servir comme moyen qui te permet de ressemer et de multiplier encore la richesse. Voilà, alors nos ancêtres avaient cette sagesse. Malheureusement, l'homme moderne qui a été formé dans l'école conventionnelle n'a pas appris à produire des richesses et il n'a pas appris cette sagesse parce que garder sa chèvre, c'est comme garder une partie de son revenu qui devait être destiné non pour la consommation, mais pour la création de plus de richesses. Les vrais riches congolais ne distribuent pas l'argent. Ce sont des gens qui ont trouvé l'argent l'argent de la facilité qui distribuent l'argent. Je peux vous parler de certains riches de ces pays, des self-made men, des gens que nous sommes en train de nous inspirer, comme les Augustin Dokolo, que ce pays a connu. C'est un self-made parti de strictement rien et qui a eu une des banques ici au Congo. Vous n'allez pas me dire que c'est quelqu'un qui faisait distribuer l'argent à la rue. Nous connaissons des gens comme Kindwelo. Ce sont des self-made de ces pays, ils sont partis de strictement rien. Il a eu ici une banque aussi dans ce pays ici. Tu n'as jamais vu M. Kindwelo quelque part dans la rue distribuer de l'argent parce que c'est de l'argent acquis au prix du travail et de la sagesse. Et vous connaissez, je peux vous donner d'autres exemples, c'est des gens qui sont devenus riches et qui ne distribuent pas l'argent. Tu connais M. Ledia, c'est l'un des grands hommes d'affaires dans notre pays. Tu ne le vois pas distribuer l'argent dans la rue. Nous connaissons les gens qui distribuent l'argent. C'est ceux qui ont hérité de l'argent sans effort. Ces gens-là peuvent distribuer parce que c'est comme ça, c'est pour accomplir la Bible. Et tout argent que vous obtenez sans effort, vous devez aussi les perdre sans effort. Moi, je pense à cette génération sacrifiée qui a toutes les qualités possibles pour devenir riche, voire pour devenir millionnaire, mais qui n'a pas de modèle et où il n'a pas d'enseignant, qui n'a pas de coach pour les aider d'abord à rêver grand comme cela et en plus à les aider à atteindre ces objectifs. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir les désirs de réussir ou de devenir riche, il faut avoir des enseignants pour y arriver. N'oubliez pas que s'il n'y avait pas d'enseignants, dans différents domaines, les jeunes ne pouvaient pas devenir des professionnels dans différents domaines. S'il n'y avait pas d'enseignants des droits, on ne pourrait pas avoir des juristes aujourd'hui. S'il n'y avait pas d'enseignants de médecine, on ne pouvait pas avoir des médecins aujourd'hui. Et si on n'a pas d'enseignants qui enseignent aux jeunes
comment devenir riche, comment devenir entrepreneur à succès, comment avoir les succès, alors ces jeunes n'auront pas comment concrétiser leur désir de devenir. Mais moi, je le fais parce que... vous vous exposez. Oui, je m'expose, mais il faut absolument inspirer cette génération, n'est-ce pas? Notre vie aussi, quelque part, doit servir d'exemple, doit servir de sacrifice pour d'autres. Si nous voulons une génération différente, nous avons besoin que la génération puisse avoir... ceux qui vont nous suivre puissent avoir des modèles, puissent avoir des aînés qui les inspirent, qui leur disent la vérité, qu'on peut devenir riche. Devenir riche, ce n'est pas de la magie. De même qu'on peut devenir médecin, on peut aussi apprendre et devenir riche. Et ça, c'est mon combat et je l'ai fait en âme et conscience. Malheureusement, ici chez nous, l'homme n'a pas encore compris la valeur de la connaissance. On est encore à un niveau où on peut payer facilement un téléphone de 300 $, mais payer un livre de 10-15 $, on trouve tous les gestionnaires du monde. Voilà. Déjà qu'un $10 peut résoudre le problème d'une famille, alors sacrifier ces 10 $, économiser encore, épargner jusqu'à atteindre 15 pour acheter un livre. Mais c'est à vous de faire les choix. Est-ce que vous voulez sortir de la pauvreté? Si vous ne voulez pas sortir de la pauvreté, continuez à faire la même chose. Voilà. Einstein a dit ceci. Être insensé, c'est continuer à faire les choses toujours de la même manière et vouloir que les résultats changent. Avant la discipline, c'est la connaissance, parce que la discipline, c'est l'application stricte d'une connaissance. Alors, mais notre problème, d'abord, c'est un problème de connaissance. Vous allez vous rendre compte, dans les travaux que je suis en train de faire, vous trouvez que 90% des gens n'ont jamais lu un livre sur les succès. Comment voulez-vous que les gens puissent réussir? C'est un appel que nous lançons à notre pays. Je pense que ce comportement a montré ses limites. Si tu veux réussir, la lecture des livres de succès, c'est une voie incontournable. Retenir une chose, que les succès financiers ne doivent pas être négligés, parce que les pertes sont énormes. Les parents doivent comprendre que ne pas faire ce que nous sommes en train de leur demander de faire signifie qu'ils vont se battre pour former des esclaves pendant 18 ans. Je l'ai dit bien, pendant 18 ans. Donc il faut envoyer les enfants à l'école, ils vont payer les frais scolaires, ils vont leur donner la nourriture, les transports et tout pendant 18 ans. Et ça sera des investissements à perte. Parce que ces enfants, en restant au chômage toute la vie, c'est vraiment une grande perte. Alors qu'avec une éducation financière que nous pouvons apprendre à tous les niveaux, qu'on pouvait même insérer dans notre système éducatif, nous pouvons donner à nos enfants la chance de créer ne fût-ce que des emplois pour eux-mêmes, au lieu de se former comme des esclaves qui devraient attendre que des étrangers, des Asiatiques, des Européens, qui, connaissant ces règles de l'éducation financière, devront venir faire des supermarchés ici pour qu'eux se contentent d'aller travailler comme des petits employés. Donc, nous avons trouvé la solution à nos problèmes. Nous devons nous mobiliser. Nous devons au moins nous intéresser à savoir de quoi s'agit-il de cette éducation financière et quel est le problème que cela peut résoudre. Mais je suis sûr que s'il y a une prise de conscience collective au niveau de notre pays, au niveau des autorités, au niveau des acteurs, ce que nous amenons, l'éducation financière, peut être le début de la révolution économique pour notre pays et pour l'Afrique.